Voilà, la présentation vol des oiseaux commence donc dans l'instant. Je vais au préalable vous donner des explications sur ce que vous allez voir. Alors, donc des oiseaux de proie, aigles, vautours, faucons, milans, puces américaines, également rapaces nocturnes, et tous ces oiseaux, ils vont évoluer, voler librement. En effet, ils n'auront aucun fil, aucun lien qui puisse les rattacher à leurs soigneurs au château. Bien sûr, avant d'être mis en vol libre, ils ont suivi au préalable un entraînement. On leur a appris déjà à ne plus avoir peur des spectateurs. Vous savez que dans leur milieu naturel, ces oiseaux sont, disons, méfiants. Ici, ce n'est pas le cas. On va dire plutôt bien familiarisés. Cependant, pas suffisant. Il faut qu'ils aient leur faculté de vol, un plumage donc dans un état parfait. Ainsi, mis en vol libre, il faut savoir que ces oiseaux pourraient partir. Pourquoi pas ne plus jamais revenir? Vous verrez, en principe, si tout se passe bien, devraient revenir, ceci, on va dire, d'aussi haut, voire d'aussi loin qu'ils se trouvent. Vous noterez d'ailleurs, que pour la plupart d'entre eux, ils viendront se poser sur ce gant de cuir que porte Soigneur au bas gauche. En fait, ce gant de cuir sera le signal retour de tous ces oiseaux. Alors, ce que l'on veut vous proposer ici à la Volerie des Aigles, c'est de faire une forme de voyage à travers différents continents et surtout aller à la rencontre de différents oiseaux de proie. Des oiseaux de proie où il y a encore des préjugés. On continue de les appeler ces vilains rapaces. Ici, le but, c'est que vous ayez, je crois, le contact que l'on pourrait qualifier, on va dire, de quasi direct avec quelques-uns des grands rapaces que l'on peut voir au monde, mais également, vision un peu plus objective, voire positive, ce monde des oiseaux de proie. Pour ce faire, le voyage va partir du côté de l'Asie. L'Asie, c'est le berceau de la fauconnerie. On y fera cette première rencontre, puisqu'un faucon viendra, vous verrez, faire des passages à vive allure sur un objet en cuir qu'on appelle un leurre. S'en suivra le survol d'un des plus grands aigles au monde. On quittera l'Asie pour aller sur ce grand continent qu'est l'Afrique. L'Afrique, c'est différents types d'oiseaux de proie. On rencontrera un certain nombre d'entre eux. On basculera côté des Amériques. On partira sud pour arriver au nord du pays, puis toute dernière escale sur le vieux continent. C'est donc en Europe que s'achèvera notre tour du monde, à la rencontre du monde des oiseaux de proie, avec, vous verrez, pour chacun d'entre eux, vols différents et certains d'entre eux, techniques de chasse plutôt bien appropriées, comme va nous le montrer celui qui arrive dans l'instant. On est en Asie, rapace profilé pour la vitesse. C'est le faucon, exercice plutôt particulier. On ne va pas demander au faucon de s'arrêter sur le gant de son soigneur, mais regardez, de faire des passages à vive allure sur un objet en cuir attaché à une manière qu'on appelle un leurre, avec un battement d'aile rapide, de faible amplitude, bien de la part du faucon, qui va accélérer. Recherche d'éloignement, voire pourquoi pas quête de hauteur, afin de mieux amorcer l'attaque sur la fausse proie. Vous allez observer au passage que dès qu'il incline sa trajectoire, voire resserre de temps en temps les ailes long du corps, on peut prendre une vitesse assez conséquente. Le nom de faucon est dû au fait que ses ailes sont longues, étroites, fines, pointues en forme de lame de fond, de ce nom de faucon en français, falke, en allemand falken, en anglais falco, pourquoi pas en italien, les ailes en forme de lame de faux. Regardez-le encore, La maîtrise de l'espace aérien, une exceptionnelle pénétration dans l'air. Les faucons sont, dans leur milieu naturel des athlètes, faits pour les efforts physiques, prédateurs de proie rapide des oiseaux, avec un vol à l'énergie, un vol battu, où le faucon ne cesse autant qu'il le peut d'avoir l'éloignement nécessaire afin de pouvoir réaccélérer en retour. Il y a somme toute une dépense physique, on va dire non négligeable, pendant les quelques minutes maintenant de présentation. Et cette fausse proie, ce leurre qui mettait momentanément assaisissable et accroché au passage du faucon, lequel s'y installe. On peut l'applaudir, le faucon. Absolument. Ornithophages, les faucons, ils chassent et se nourrissent d'oiseaux. Respire fort, le faucon. En même temps, il a dépensé de l'énergie, mais encore une fois, c'est un athlète dans son milieu naturel, fait pour les efforts physiques, prédateur de proie rapide des oiseaux. Il va le manger, il le mange, le contenu du leurre. C'est son repas. Dans l'instant d'après, le faucon va être mis à son emplacement. Il faut savoir d'ailleurs que le faucon et une grande majorité des rapaces que l'on vous présente ici sont nés chez nous, dans notre centre de reproduction. Un oiseau lequel on lui laisse le temps de bien récupérer, de bien s'alimenter. Ce sont des oiseaux qui fournissent des efforts intenses pendant ces milieux de plantation, régime d'athlètes de haut niveau. Grand faucon d'Asie du Nord, le faucon gerfaut, lequel on peut voir également du côté du nord de l'Europe. Il y a des faucons de cet ordre-là du côté de la Norvège. On peut raccompagner faucons soigneurs, les dents, c'est faire des choses. On va voir, parce qu'effectivement, le temps s'est mis un peu au beau, enfin, pas un peu, c'est mis au beau fixe, tout simplement. Il y a un grand soleil, là, qui est dans un ciel tout bleu. Est-ce que ça va être suffisant pour que cet aigle ravisseur, Raubad, puisse justement aller pratiquer ce que l'on appelle le vol à voile? Parce qu'en fait, quand on est un rapace, quand on part en vol, il ne faut en tout cas le moins possible dépenser d'énergie. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'avoir des conditions météo qui leur permettent d'évoluer à travers le ciel sans justement dépenser cette énergie. Alors, le soleil, c'est vecteur, parce que le soleil, ça crée ce qu'on appelle les ascendances thermiques,
Et ainsi, ces voiliers, que sont entre autres aigle et vautours, peuvent justement bénéficier de ces courants ascendants pour s'élever à travers celle. On va voir, parce que là, on est quand même à la deuxième moitié du mois de septembre, hein, même si le soleil est présent, est-ce que les ascendances thermiques sont encore présentes du côté de la plaine? On aura un aperçu d'ici quelques instants avec cet aigle ravisseur. En attendant, vol de proximité avec l'un des plus grands aigles au monde, c'est un pigargue de stellaire, Rhythm Zead. Un oiseau, ce pigargue de stellaire, qui vit dans l'extrême nord de l'Asie, hein, que l'on peut voir jusqu'à cette presqu'île du Kamchatka, et qui, quand la mauvaise saison arrive, c'est-à-dire l'automne, peut tout à fait aller migrer du côté du Japon, voire de la Corée, pour passer l'hiver, on va dire, dans des climats un tout petit peu plus doux. Un oiseau qui, avec à peu près, c'est 2,40 m d'envergure, pour un poids qui est aux alentours de 4,5 kg, bien fait de ce mâle d'aigle de stellaire, que ce soit l'un des tout grands aigles au monde. Alors a été nommé ainsi, puisque c'est Wilhelm Steller qui a découvert cet oiseau dans son milieu naturel. Wilhelm Steller qui était un explorateur, un zoologue allemand du XVIIIe siècle. Hein. Un oiseau lequel on le voit lors de son envol, hein, un battement d'aile quand même plutôt soutenu, parce que quand on décolle pour un rapace, eh bien c'est quelque chose de violent. C'est là où on va mettre toute sa puissance, c'est là où on va mettre toute son énergie. C'est surtout pour cela qu'une fois qu'ils ont pris leur envol, ils ont besoin d'avoir des conditions justement qui permettent d'évoluer à travers le ciel sans dépenser cette énergie. Ayez tout de suite dans l'idée d'ailleurs que quand un rapace part en vol, en règle générale, c'est pour aller chercher de la nourriture. Ils font ce que l'on appelle des vols utiles. Un oiseau dont le bec bien prononcé qui lui permet de pouvoir déchiqueter source de nourriture. En règle générale, ce sont des poissons type saumon, mais peut être tout à fait à l'occasion charognard, peut prélever de la nourriture sur les cadavres d'animaux, tels les cerfs, les renards polaires, les phoques. En fait, les sources alimentaires sont finalement plutôt variables, plutôt éclectiques, et dépendent bien évidemment dans quelle zone géographique se situe cet oiseau à un moment donné sur son continent. On peut remercier celui qu'on nomme également le pigargue empereur. Avec lui, l'extrême nord de l'Asie et les rentrées d'Asie centrale avec l'aigle ravisseur. Hein, ça peine un peu, j'ai l'impression, à pouvoir prendre de la hauteur. C'est un petit peu compliqué. Hein, les courants ascendants sont finalement moins présents qu'on aurait souhaité. On va attendre un petit peu. En tout cas, regardez, on va partir du côté de l'Afrique avec un oiseau atypique, élégant en même temps. Il s'agit du messager sagittaire, vers secrétaire. Un oiseau qui vit dans ces grandes plaines africaines, dans ces savanes africaines. Et bon, il faut savoir que l'une de ses sources de revenus principales, ce sont les reptiles, les serpents. Et c'est vrai qu'à une technique, on va dire, plutôt appropriée quand on fait de tuer ses proies, c'est ce que l'on va vous montrer d'ici un instant. Bien évidemment, ce n'est pas un serpent qui va être présenté au messager, c'est un leurre, un serpent factice, puisque les reptiles sont protégés par la loi. Cependant, celui-ci va utiliser la même technique qu'il employait dans son milieu naturel. Regardez, on le met tout de suite en activité. Confrontation directe avec le serpent factice, et une fois qu'il le rattrape, commence à l'asséner de coups de patte, donc de manière plutôt violente, mais également précise, puisqu'il faut savoir que le messager sagittaire frappe la tête du serpent. Une fois qu'il frappe la tête du serpent, le serpent meurt, et ainsi l'oiseau secrétaire peut consommer sa proie. Il est nommé ainsi secrétaire, vous voyez que le horn que dépasse de sa tête ses plumes, et ce nom de secrétaire est en référence aux hommes de loi qui fut un temps écrivent avec des plumes d'oie et qu'ils mettaient à la fin de leur écrit derrière leur oreille. Un oiseau, on peut dire ainsi, qui se déplace plutôt à pied, évidemment il sait voler, c'est surtout un oiseau qui peut courir à 20-25 km/h, l'oiseau secrétaire qui nous a fait la danse du serpentaire. L'Afrique, bien sûr, allez, c'est des vautours, et les vautours, on en a quelques-uns ici qui ont une vraie spécialité, c'est de passer au ras-de-tête. Il y a quand même des consignes à observer. Ce sont des oiseaux qui vont faire des allers-retours d'un point à un autre. Soigneurs, on va être côté passerelle, d'autres venir évoluer derrière vous qui vous trouvez sur les différentes rangées de bancs. Veillez, important, à bien regarder devant vous, pensez à vous baisser. Spécialité de ces voiliers, c'est le passage à plutôt basse altitude. Alors, différents types de vautours qui viennent de régions africaines bien différentes, des tailles, des poids, des envergures différentes. Objectif commun, le passage à basse altitude. Alors, on a du petit qui vont arriver là, notamment un vautour à capuchon qui est là. On aura d'autres petits vautours palmistes, et puis on aura du voilier de taille moyenne avec vautour à dos blanc, tête blanche certainement partie côté plaine, et du grand voilier avec vautour fond et vautour de rupelle. Allez.
Vous allez voir d'ailleurs, bien que pour la plupart d'entre eux, il va falloir un battement d'aile pour soutenir ces oiseaux, pour à chaque fois rejoindre l'objectif, c'est-à-dire soigneur, qui sollicite les apports. On va dire que c'est moins compliqué pour les petits qui papillonnent un peu plus, alors que ceux de taille moyenne, voire grande taille, eh bien ceux-ci doivent s'employer, et s'emploient d'ailleurs, à dépenser un peu plus d'énergie. Les oiseaux, les vautours, qui ont un rôle important dans leur milieu naturel, on les appelle les éboueurs de la nature, ils empêchent les proliférations d'épidémies, des oiseaux, on va dire, longtemps menacés à travers le monde, notamment Asie, Afrique, où ils ont été de sang d'ailleurs, victimes d'empoisonnement. De ce fait, leur population est mise à mal. Et c'est pour cela d'ailleurs que les centres de reproduction, tels la Gauderie des aigles tout à travers le monde, ont ce rôle plus qu'essentiel quant à la préservation des espèces, qui seraient ou qui sont en voie de disparition. Ouais, c'est sûr, on leur demande de fournir des efforts plutôt présents sur un périmètre limité, mais évidemment, ils ont la technique et les capacités physiques à pouvoir faire des passages de plaisir. Au-delà du fait d'ailleurs que les survols s'enchaînent, ça se décale, puisqu'au fur et à mesure, soigneuses et soigneurs se déplacent derrière vous, afin que vous puissiez profiter du passage au plus près. Bravo encore. Avec le grand, le vautour tout dans le noir. C'est le vautour palmis qui a cette particularité d'être frugivore. Il se nourrit entre autres de noix de palme. Alors, petit à petit, tous ces oiseaux vont rentrer tour à tour, leurs différents emplacements. Soyez simplement encore un tout petit peu attentifs concernant les derniers survols. Et attention, parce que on va avoir quelques oiseaux là qui vont rentrer, avec notamment vautour palmis, vautour à capuchon, qu'est-ce qu'on avait encore, vautour à tête blanche, ils sont partis côté plaine, vautour à dos blanc, tout ça ce sont des oiseaux que l'on peut voir en nombre, on va dire, convaincant. Dans les parcs nationaux d'Afrique, la mention spéciale c'était pour le plus grand d'entre eux, qui est le vautour fauve, qui vient de rentrer là-bas, qui lui est un oiseau européen et même français, puisque le vautour fauve, on peut le voir dans les Pyrénées, mais c'est également dans les Cévennes, les gorges du Verdon, Luberon, Hautes-Alpes, pourquoi pas, 2,70 m d'envergure, le poids 7-8 kg, ainsi nommé, dû au fait de cette couleur de plumage, la couleur fauve. On peut cependant vous le présenter sur la zone Afrique, puisque des vautours fauves, il y en a du côté de la Tunisie. Allez, contact, on va dire, quasi direct avec quelques-uns de ces grands voiliers. Ne perdez pas vue quand même que les oiseaux que l'on vous présente sont, dans leur milieu naturel, plutôt inapprochables. Relation de confiance entre les soigneurs pour qu'on puisse vous proposer de les voir du plus près que possible. C'est aussi pour cela d'ailleurs que la Gauderie des Aigles, qui est le premier centre d'études et d'information sur le monde des rapaces, a été créé en 1968. Ça nous permet d'une part de pouvoir vous présenter des rapaces du plus près que possible, bien évidemment d'échanger d'informations, et puis par le biais de notre centre de reproduction, nous arrivons à garantir et préserver certaines des espèces qui seraient aussi en voie de disparition. L'Afrique, regardez, ça va arriver de ce secteur, c'est un très bel oiseau qui va prendre son envol. Il s'agit d'un aigle pêcheur africain, que l'on peut appeler plus communément le pigargue vocifère, Schreiseadler. On va voir comment celui-ci va pouvoir se comporter. Alors, c'est un oiseau qui est relativement jeune, il a un tout petit peu plus de 2 ans, mais quand les conditions lui sont favorables, c'est un oiseau qui sait pratiquer le haut vol à voile. Alors, par expérience, on sait que l'été lui est plutôt favorable. Là, bon, c'est sûr, c'est ce que je vous disais, on a du soleil, mais on a également ce petit vent là qui vient du secteur sud-sud-est qui le permet, s'il reste à proximité de cette aire de vol, de pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Regardez les ailes déployées. Alors, c'est un aigle pêcheur, c'est un pigargue, un oiseau donc spécialisé dans la capture de poissons. Pour cela, allez, pourquoi pas, sur l'un des prochains passages, là, regardez, on va le mettre en activité pêche. La récompense, elle est placée à l'eau, il est en train de décrocher, venir frapper et emporter la prise. Ouais, je crois qu'on peut l'applaudir, la capture est plutôt bien faite. Notre pêcheur africain. Vocifère, pourquoi? Parce qu'ils ont souvent des cris stridents et rauques pour tout simplement délimiter ce territoire. On les appelle également voiles d'Afrique, ces oiseaux. Il est vrai que dans leur milieu naturel, ils se répondent d'une berge à l'autre pour bien spécifier les limites justement géographiques de chacun. L'action, elle était là, plutôt belle, rapide, et ce qui peut nous sembler quand même être paradoxal, c'est quand même un oiseau qui vit et dépend d'éléments aquatiques, mais
finalement, sa relation avec vous a été superficielle. Hein. Il n'a fait qu'effleurer celle-ci pour pouvoir capturer les récompenses qui lui a été proposée. C'est le retour de notre aide pêcheur. Avec lui, justement, la page africaine se ferme, ce qui va nous permettre d'arriver du côté des Amériques, et plus précisément la cordillère des Andes, pour accueillir l'un des tout grands rapaces que l'on peut voir au monde. Le nôtre, il s'appelle Arthur, et on vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir accueillir Arthur sur vos genoux. Pour ce faire, rien de plus simple, hein. Il suffit en fait de vous asseoir sur le gravier devant la première rangée de bancs. Vous allez allonger les jambes, serrer les genoux et Arthur fera évidemment le parcours du jour. Hein. Voilà, à même le sol, hein, assis par terre. Vous allongez bien les jambes, vous serrez les genoux au maximum. Et à partir du moment où vous acceptez d'accueillir Arthur, ne bougez plus. Vous pourriez tout simplement le déséquilibrer. Ouais, j'ai vu, je crois, hein, des moutons à tête blanche qui ont pris un petit peu de hauteur là dans le secteur. Et c'est dans le tour d'ailleurs. Hein. Voilà, faible d'altitude quand même. Hein. Regardez, parce qu'ils sont en train d'être en longue glissade d'approche pour l'un d'entre eux. Et effectivement, regardez avec le premier qui arrive, il est en dessous du mur. Celui-ci, hop, ça rejoint pour l'un et pour l'autre. Voilà ce qu'il fait. Allez, ça va rentrer. Et Arthur, avec un contact bref rapide, qui a évidemment le mérite d'exister, on veut tout simplement vous montrer par cet exercice qui est artificiel, eh bien que les pattes de condor, et plus généralement les pattes de vautour, sont inoffensives. En fait, Arthur ne peut rien prendre, rien capturer avec ses pattes. Hein. Pas comme Egg ou Buse, qui eux sont équipés pour pouvoir prendre et capturer les proies. Alors comment font-ils pour aller nourrir leurs jeunes qui les attendent dans leur nid? C'est plutôt simple. Hein. Ils vont aller à la recherche de nourriture sur les cadavres d'animaux. Ils vont d'ailleurs prélever celle-ci, l'emmagasiner dans leur estomac. Ils font ce trajet retour au nid et régurgitent le contenu de leur estomac. Leurs petits, par cette action, eh bien, les vautours contribuent à la non-prolifération d'épidémies dans leur milieu naturel. Hein. 3,20 m d'envergure, le poids de 13-14 kg. On est avec un mâle de condor des Andes dans le monde du très très grand rapace. Particularité pour Arthur, de ne pas connaître son milieu naturel, la cordillère des Andes. Il est né chez nous, hein, dans notre centre de reproduction. Arthur, il a 45 ans. Et si on peut un tout petit peu parler de longévité de nos oiseaux, notamment vautours qui vivent ici en captivité, on peut estimer leur espérance de vie de l'ordre, voire au-delà d'ailleurs, d'une bonne cinquantaine d'années. En fait, dans le monde du rapace, c'est plutôt simple. Plus on est grand, plus on vit longtemps. Voilà, qui est fait pour Arthur. Eh bien, je crois qu'on peut remercier la disponibilité de celui-ci, qui va rentrer évidemment Arthur. Et d'Amérique du Sud, on va grimper un peu. Hein. On va partir en Amérique centrale pour accueillir des buses pour des glissades. Et au-delà du fait qu'elles viennent faire ces quelques approches, on est en train de choisir parmi nous quelques personnes, hein, desquelles, et ceci de manière successive. On va leur proposer de passer un gant du côté de la main gauche, bras gauche, ensuite se laisser guider. Hein. Alors ici, on rappelle hein, du bras gauche de la main gauche, c'est pas sans raison, hein, c'est pas un souci de tradition. Il faut savoir qu'à l'époque, au Moyen-Âge, hein, quand les nobles, les chevaliers et les rois partaient à la chasse au vol avec leur oiseau de proie, tenaient ceci du bras gauche et surtout les rênes de leurs chevaux, de là, main droite. Je vais les placer les deux. Non, on va se mettre plus. Je vous laisse mettre le gant au bras gauche sur l'arbre. Ah, t'es bien, moi. Ah, le fait. Il y a une dame là, Zélia. Voilà, et une deuxième dame. Allez, on est parti. Approche, l'autre à suivre. Les oiseaux cébus qui ont la particularité dans leur milieu naturel de vivre en groupe, en communauté. Hein. Il faut savoir que sous cette forme, elles se déplacent et chassent. Source de menus variables, puisque peuvent se nourrir. Rongeurs, mammifères, insectes, mais également d'oiseaux, chasseurs d'oiseaux cébus. En France, en Europe, on en a des buses. Ce sont ces oiseaux qu'on appelle les buses européennes, buses variables, hein, que vous devriez connaître, puisqu'on peut en voir en nombre plutôt convaincant, on va dire. Hein.
aux abords routes et autoroutes, qui sont souvent en station, poste, sur les pylônes électriques et autres poteaux téléphoniques. Elles sont d'ailleurs plus grandes, plus volumineuses des bus européennes, avec leur mètre 10, 20 d'envergure, leur poids d'1 kg, 1 kg 100. La base, 1 mètre d'envergure pour un poids entre 700 et 900 grammes. Bon, ce sont des oiseaux sympathiques, sociables, spécialement entraînés pour ce type d'activité. Vous voyez également que les rappels, ils se font perpendiculairement aux trajectoires des oiseaux. Ensuite, effectivement, on les oriente dans les bonnes directions. Pourquoi? Eh bien, il faut qu'ils soient en contact visuel avec ce qu'on leur propose à l'opposé de là où ils se trouvent. Tout en sachant que l'acuité visuelle chez l'oiseau de proie est en règle générale 2 ou 3 fois supérieure à celle de l'être humain. Il est à noter également que les oiseaux que l'on vous présente sont nourris au moment de leur vol. Alors, bien sûr, il y a un quota de nourriture que l'on doit respecter. À partir du moment où on estime qu'il est atteint, ce quota, il faut penser à les rentrer. Pourquoi? Bien, parfois, amener à faire plusieurs représentations par jour, et si tel n'est pas le cas, on ferait de toute façon le lendemain. Nous sommes ouverts au quotidien. Ainsi, les oiseaux volent tous les jours pendant la période d'ouverture. Il faut bien entendre et comprendre qu'ici, quel que soit le rapace qui vous est présenté, vole au minimum 1 fois par jour, tous les jours. Dans la nature, vous pouvez regarder vos classes. Dans la nature, c'est pas pareil. Dans la nature, quand les rapaces partent en vol, en règle générale, c'est pour aller chercher de la nourriture. Ils font ce que l'on appelle des vols utiles. Et si tant est que la fin se passe par ressentir, qu'ils soient aigles, vautours, faucons et autres bilans, les rapaces peuvent parfois pendant plusieurs jours, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 10, voire même au-delà, et bien rester statiques, immobiles sur leur perchoir de prédilection. Et quand ils partent en vol, il faut que pour la plupart d'entre eux, les conditions climatiques leur permettent d'évoluer à travers le ciel sans dépenser d'énergie. En fait, pour résumer le mode de vie d'un rapace, il faut savoir que la majeure partie de son temps, il va la passer à ne rien faire. Les 3 raisons principales du déplacement d'un rapace sont les suivantes. C'est la recherche de nourriture, la quête et la défense du territoire, et le fait d'aller rencontrer un compagnon ou une compagne. On peut remercier les bus de Harris, évidemment l'ensemble des personnes qui les ont parfaitement fait évoluer. Bravo. Ce nom de Harris pour rendre hommage à Edward Harris, qui est une personne qui a beaucoup œuvré dans le monde de l'ornithologie aux États-Unis d'Amérique. Au décollage, les grands aigles qui arrivent de ce secteur, c'est notre mascotte qui va venir faire quelques évolutions. C'est Happy, le pigargue à queue blanche, Zéadre. Un oiseau, ce pigargue à queue blanche, qui vit dans le nord de l'Europe, que l'on peut voir en Norvège, en Pologne, en Allemagne, en France, côté Moselle. On va dire plutôt en transit, en règle générale aux abords du Rhin, jusque sur ces côtes maritimes, côté Corse. Un oiseau donc qui fait partie de cette famille que l'on appelle les pigargues, ces oiseaux spécialisés dans la capture de poissons. Alors il fut un temps choisi par l'armée allemande comme emblème pour bien représenter cette armée, en tout cas montrer cette force, puissance, suprématie, parce qu'on le voit, il est costaud, il est massif, il est puissant, 2 mètres à peu près, 2 mètres 50 d'envergure pour un poids qui avoisine les 5 kilos. On est avec cet aigle pêcheur dans le monde des grands aigles. Regardez-le parce qu'il est plutôt à l'aise dans son vol. Il sait qu'en passant un tout petit peu à la pont du mur, du fait que le vent, même s'il affaiblit, vient toujours de ce secteur, ça lui permet de pouvoir s'économiser pour rejoindre son nord là-haut. Alors au-delà du fait, il est pigargue, il est lui aussi spécialisé dans la capture de poissons. Pour cela, eh bien que sur l'un des prochains passages, on va lui proposer une tentative de capture. Allez, il va falloir qu'il trouve, on va dire, la meilleure des orientations. Il est en train de s'embarquer en retour, glisse, frappe et la prise, on va pouvoir la payer, notre aigle pêcheur. Allez voir cette famille de pigargues, notamment leurs cerfs, qui sont de véritables grappins qui ne laissent en principe aucune chance à ces poissons. Allez, on va basculer tranquillement, regardez, dans le monde des oiseaux de nuit, dans le monde du rapace nocturne, avec un oiseau plutôt identifiable. Il s'agit du harfang des neiges, Schneeöhle Snowball. Un oiseau sur harfang des neiges qui a une problématique de vie, c'est de devoir et pouvoir repérer sources de nourriture cachées sous des couches de neige épaisses de l'ordre de 40 cm. Alors comment font-ils ces oiseaux de nuit pour repérer leur proie? Mais il faut savoir qu'ils ont une ouïe très développée, ils entendent en fait très bien. Ça veut dire qu'ils ont des oreilles qui sont de trop décalées, asymétriques. Et ce léger décalage permet à ce type d'oiseau d'avoir une forme d'audition en relief en 3D, si on peut schématiser, ce qui permet à ce harfang de pouvoir repérer petits rongeurs, mammifères, mimiques, poissons, pourquoi pas.
1 mètre, 1 mètre 10 d'envergure, le poids qui est aux alentours d'1 kilo, plutôt finalement belle et large voilure, dans un corps bien léger, qui lui permet de pouvoir glisser dans l'air de manière complètement silencieuse et ainsi d'approcher les proies potentielles sans que celle-ci ne l'entende arriver. Différence entre les hiboux et les chouettes, si vous allez observer les hiboux dans leur volière, vous pouvez voir que dépassent leur tête ces plumettes, que l'on appelle les aigrettes. Eh bien, c'est ce qui fait la différence entre ces hiboux et ces chouettes. Les hiboux en sont pourvus, des aigrettes, les chouettes n'en ont pas, tout simplement. En revanche, la faculté commune des rapaces nocturnes, eh bien, c'est cette rotation de tête de l'ordre de 270 degrés, rotation de tête qui compense le fait que leurs yeux soient soudés dans leur orbite. Et si on parle des yeux, couleur jaune, eh bien, cette couleur nous indique que cet oiseau peut et chasse en plein jour. Parce que, bien évidemment, dans le grand nord de l'Europe, pendant plusieurs mois, les journées sont très longues. De ce fait, cet oiseau doit savoir s'adapter à ses conditions de vie. Mais il est important de dire qu'un rapace nocturne voit aussi bien le jour que la nuit. Mais il est vrai que leurs yeux sont un tout petit peu plus faits pour capter des sources de lumière, comme la lune, des étoiles, pourquoi pas, et tout simplement les lumières d'une ville. Allez, un petit retour encore pour ce harfang. Harfang qui vient d'un nom nordique, voire même suédois, qui veut dire mangeur, chasseur, attrapeur de lièvres, qui vous donne quand même une idée certaine des sources de nourriture de ce super prédateur nocturne. Je crois qu'on peut remercier ce harfang, il a parfaitement fait les choses. Allez, 1m10, 20 d'envergure. Ah, pardon, je les ai oubliés. Oui, elles n'ont pas 1m10, 20 d'envergure, beaucoup moins que cela, parce qu'on va continuer à explorer le monde des oiseaux de nuit, le monde du rapace nocturne, avec les chouettes et fraises. Cher œillet. Les oiseaux, les chouettes et fraises, qui sont des rapaces nocturnes communs de nos régions, que l'on peut voir dans les granges, les greniers, les trous d'arbres, les clochers des églises. D'ailleurs, on les appelle également les effraies des clochers, et qui, avec à peu près leurs 80-90 cm d'envergure, pour un poids en moyenne de 300 grammes, développent, on va dire, plutôt belle et large voilure, dans un corps qui sont toutes légers, mais qui leur permet justement de pouvoir glisser dans l'air de manière complètement silencieuse et ainsi d'approcher les proies potentielles. Alors, les proies potentielles, des chouettes et fraises, petits rongeurs, mammifères, compagnols, des araignées, insectes, pourquoi pas. Dames blanches, on peut également les appeler comme cela. Il est vrai que quand on les observe d'un tout petit peu plus près, on peut constater, on va dire, qu'elles sont enveloppées d'une forme de robe blanche, très certainement ce nom de dame blanche. Un oiseau d'ailleurs qui fut un temps avec mauvaise presse. Elle laissait soi-disant présager des éléments de mauvaise augure et il n'était pas rare de les voir tout simplement cloués sur les portes des maisons pour soi-disant conjurer les mauvais sorts. Aujourd'hui, évidemment, les mentalités ont quelque peu changé, évolué. Tous les rapaces sont protégés par la loi. De surcroît, c'est chouette les frères. Des oiseaux relativement jeunes, lesquels on continue à les faire évoluer tout autour de cette aire de vol, ont besoin d'avoir une vraie connaissance de leur territoire, de leur environnement. Allez, l'une est en escale là-bas, l'autre va être en retour aussi côté boutique. Et de là, on va faire une dernière traversée de l'aire de vol. Encore une fois, je vous invite à ne pas faire trop de bruit, parce qu'elles ont besoin d'entendre le rappel des soigneurs et apprécier le vol très silencieux. Des oiseaux que l'on peut voir quasiment à travers le monde, exception faite dans les pays où il fait très froid, où là, la dame blanche ne vit pas. On peut remercier le passage, on va dire, des rapaces nocturnes. Attendez un instant, on va mettre les lumières en vol. Jamais. Il y en a une qui fait, voilà, qui vole encore un petit peu à l'écart.
Elle veut pas, hein. Elle est belle. Ich denke, du kannst mir was. Du schaust. Voilà, qui est fait. Allez, 1,10 m, 20 d'envergure pour un poids de 700-800 grammes. Avec, vous allez voir, ce vol plutôt décontracté, nonchalant, très peu de battements d'aile. Glissade d'approche, finalement, ce vol à l'économie pour les bilans noirs. Schwarzschild, Black Kite. Mais si leur vol est lent, ils n'en sont pas dépourvus d'une belle agilité à pouvoir, on va dire, capturer des récompenses lancées en l'air par soigneurs. Joli calcul de précision que réussissent la plupart du temps les bilans. Regardez comment ils font. Vous allez voir en fait que les prises, allez, les captures ne se font pas à l'aide du bec, mais bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres, et qu'il y a transfert indirect, instantané de la pâte au bec avec la consommation dans l'instant du cadeau. Alors, ce qui nous aveugle de leur proposer cet exercice à nominant, eh bien, c'est qu'ils utilisent cette technique dans leur milieu naturel pour pouvoir, occasion, capturer des papillons, libellules, gros coléoptères, on va dire même toutes sortes d'insectes, amateurs de poissons d'ailleurs, de petite taille. On peut les voir sur les dépôts d'ordures où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître comestible. Appréciez le faire, regardez, qu'on puisse varier les manœuvres d'approche, tentative de capture, ça peut être dans les trajectoires, ça peut être de manière aérienne, version acrobatique, c'est multiple et c'est variable. Rapace que tout le monde devrait connaître, le milan noir, on peut en voir, c'est bien fait ça, on peut en voir quasiment à travers le monde, en France, en Europe, mais qu'à mi-temps, arrive d'Afrique au printemps, séjournent sur notre continent, eh bien jusqu'à la fin de l'été, ensuite repartent dans leur pays pour passer l'hiver dans des climats plus doux, où les sources de nourriture seront certainement un tout petit peu plus abondantes, Europe, Afrique, Asie, jusqu'en Australie. Notez quand même que le milan noir, pas présent dans les deux Amériques, on conclut. Allez, point le l'autre, à la manœuvre, c'est fait, doublement, on peut les applaudir, absolument évident. On va pouvoir conclure, allez, cette présentation. Oh, ce n'est pas le vol d'un oiseau, mais plutôt, on va dire, découvrir, apprécier d'ailleurs, pourquoi pas, une curieuse technique qu'ont inventé ces vautours, que l'on appelle les vautours percnoctères. Il faut savoir que le vautour percnoctère est un rapace, un vautour que l'on peut voir en France, sur une partie du pourtour méditerranéen, entre Perpignan et Menton. Mais ce que l'on veut vous présenter maintenant ne peut pas se passer en France, nous sommes en présence d'un œuf d'autruche. Alors les autruches, vous savez ce que c'est, grands oiseaux incapables de voler, parfois contraints de délaisser leurs œufs dans l'eau. C'est une aubaine pour Alphonse, qui arrive de ce secteur, qui voit en cet œuf un véritable bon et copieux repas. Et ici, évidemment, ce n'est pas un vrai œuf d'autruche, c'est un œuf en plâtre qu'on a fabriqué ce matin, mais qui a les formes et dimensions exactes d'un véritable œuf d'autruche. C'est là, Alphonse. C'est là, viens par ici s'il te plaît, c'est l'un des plus petits vautours au monde. Il est confronté au problème de l'œuf trop solide. Alphonse, pas équipé. Ils ont eu un réflexe étonnant. Alphonse, au boulot. On a vu quelque chose. Ils aiment bien scruter l'air de vol, toujours à la recherche de récompenses qui traînent d'ici, de là, omnivores. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Vous allez voir que la solution va être plutôt logique. Tu es en train de prendre un caillou ou un calet dans le bec. Alors évidemment, il faut faire cet effort de le porter du côté de l'œuf. Et silence. Allez, avec force, précision et conviction. Ce caillou, sur cette coquille de plâtre, ne devrait en principe ne pas le résister trop longtemps. Qui plus est, ouais, c'est mieux ça. Il sait qu'il y a des cadeaux à l'intérieur. Donc c'est force de faire correctement son travail, tout en sachant que cet exercice pourrait, dans le milieu naturel de ce vautour, durer des dizaines de minutes, et que parfois ils se mettent à plusieurs pour casser des œufs d'autruche abandonnés. Il y a un trou. Les Allemands l'appellent Schmutz, le vautour des ordures. Les Anglais, Egyptian vautour, vautour d'Égypte, nous, poule des pharaons. Ouais, il y a un trou et il a pour mauvaise habitude, je vais dire, quand il y a un trou, d'essayer de continuer sous cette forme. Et la coquille, ouais, bon, allez. Pour reprendre le caillou, c'est mieux. Non.
Ouais, ça c'est mieux. Ouais, ça, c'est mieux. Il y a quelques impacts, hein. Il y a un trou, on va persévérer quand même un petit peu. Oh, la coquille résiste un temps soit peu. Voilà qui est fait. Bien qu'elle soit moins solide, moins épaisse qu'une véritable coquille d'œuf d'autruche. Voilà, le coup était parfait, la coquille s'est cassée. Évidemment, il peut se régaler de continuer. Bravo, bravo, Alphonse. Mais ce qu'il faut retenir, de ce que ce moton percnoctaire vient de faire devant vous, ce n'est pas le résultat d'un entraînement. Ne pouvant s'aider par lui-même, il est allé chercher un élément extérieur à lui-même. Il est allé chercher un caillou et l'a utilisé comme un outil. Eh bien, on peut considérer les vautours percnoctaires comme des utilisateurs d'outils, alors que normalement, hein, l'utilisation d'outils est réservée à l'intelligence humaine, tout simplement. Eh bien, c'est Alphonse qui conclut cette présentation. On espère que vous avez fait meilleure connaissance avec le monde des oiseaux de proie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Alors, sachez pour info, hein, que bien sûr, il y aura une prochaine présentation, elle aura lieu à 15h. Ça vous laisse le temps de pouvoir faire la visite des oiseaux sur emplacement. Tour du château, n'oubliez pas, 14h30, animation découverte. Ouais. Animation découverte sur le monde des oiseaux de nuit, sur le monde du rapace nocturne avec une chouette lapone qui viendra faire quelques évolutions. C'est sur une toute petite aire de vol. En annexe du château, il faut ressortir du château, en face de la billetterie. Vous prenez à droite, vous faites 20 mètres, vous arrivez sur une petite butte. Et là, effectivement, il y a une petite aire de vol, il y aura une chouette lapone qui viendra faire des évolutions, ça sera évidemment commenté. Donc 14h30 et vous serez revenu en temps et en heure pour la prochaine présentation à 15h. Je vous signale également que la boutique est ouverte, bien sûr. Okay.